problème a été réglé. Donc, la grossesse s'accompagne de profondes modifications d'hémodynamique et de la fonction rénale. Bien sûr, elle peut être compliquée de syndromes vasculaires rénaux qui peuvent révéler une maladie rénale ou vasculaire préexistante. Donc, on commence par le début, donc, au cours des modifications hémodynamiques. Sachez une chose, qu'au cours de la grossesse, donc, on assiste à une augmentation du débit cardiaque. Cette augmentation du débit cardiaque, elle est évaluée de 30 à 50%. Donc, bien sûr, cette augmentation du débit cardiaque va porter sur les composantes du débit cardiaque, à savoir la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. Donc, comme vous savez, que le débit cardiaque est la résultante de la fraction qui multiplie la fréquence cardiaque multiplie le volume d'éjection systolique. Donc, on assiste à une augmentation du débit cardiaque qui va porter sur les deux composantes. Donc, la fréquence cardiaque de 15 à 20 battements par minute et une augmentation du volume d'éjection systolique. Deuxième fait qui est très important au cours de la grossesse, c'est la baisse des résistances périphériques et une grande vasodilatation. Cette vasodilatation, elle est secondaire à la sécrétion des hormones de la grossesse, essentiellement les prolactines. Et bien sûr, deuxième chose, augmentation de la sécrétion des prostaglandines vasodilatatrices. Donc, il y a deux types de prostaglandines. Il y a les prostaglandines vasoconstrictrices et les prostaglandines vasodilatatrices. Donc, au cours de la grossesse normale, c'est le versant vasodilatateur qui prédomine. Donc, on assiste à une baisse de la pression artérielle. Désactivez vos microphones, s'il vous plaît. On n'arrive pas à entendre correctement. Comment? Pardon, professeur, mais dites que vous désactivez vos microphones parce qu'on n'arrive pas à déceler ce que vous êtes en train de dire. Je désactive le microphone. Oui, parce qu'ils ont activé le microphone, donc on entend le bruit de leur maison, pas le cours. D'accord. Là, est-ce que là, ça va? Vous m'entendez là? Oui, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Alors, comme ça, vous m'entendez? Oui, professeur, on vous entend. Très bien. C'est un autre qui a son microphone en répétant parole. Comment? Oui, l'utilisateur DR. Désactivez votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend le bruit. Je vais désactiver et vous allez répondre par message. Donc, on assiste à une baisse de la pression artérielle de 20 à 25 mm de mercure qui remonte lentement au troisième trimestre. Donc, je répète, donc augmentation du débit cardiaque qui va porter sur les deux composantes du débit cardiaque, à savoir la fréquence cardiaque qui va augmenter de 15 à 20 battements par minute et augmentation du volume d'éjection systolique. Une baisse des résistances périphériques qui va entraîner une grande vasodilatation. Cette vasodilatation et cette baisse des résistances périphériques, elle est secondaire à la sécrétion des prostaglandines vasodilatatrices et secondaire à la sécrétion des hormones de la grossesse, essentiellement des oestrogènes. Ce qui va contribuer à une baisse de la pression artérielle de 20 à 25 mm de mercure. En deuxième diapositive, donc, comme vous savez tous que le débit sanguin rénal est égal au 1/5 du débit sanguin de débit cardiaque. Donc, augmentation du débit cardiaque, augmentation du débit sanguin rénal. L'utilisateur avec le pseudo DR désactive votre microphone. Donc, l'augmentation du débit sanguin rénal va entraîner une augmentation du débit de filtration glomérulaire qui va se manifester biologiquement par une baisse de la créatinémie plasmatique qui avoisine les 30 à 40 micromoles. Donc, au cours de la grossesse, le taux plasmatique de la créatinine va s'abaisser à 40 micromoles. Cette diminution de la créatinine plasmatique elle est secondaire, bien sûr, à l'augmentation du débit de filtration glomérulaire. Donc, je me répète, augmentation du débit sanguin rénal qui va entraîner une augmentation du flux sanguin plasmatique rénal, augmentation du débit de filtration glomérulaire qui va se traduire biologiquement par
une diminution ou un abaissement de la créatinine plasmatique. Sur le plan hémodynamique, donc l'activité rénine plasmatique, elle est multipliée par 5. Mais vous allez me dire pourquoi, donc vous êtes au courant que vous sachez tous que l'activité de la rénine ou l'angiotensine 2 est une hormone vasoconstrictrice. Donc en principe, on assiste à une hypertension artérielle. Au cours de la grossesse, on n'assiste pas à une hypertension artérielle parce que tout simplement, il y a une insensibilité vasculaire à l'action de l'angiotensine 2. Donc, il faut noter ça, une insensibilité vasculaire à l'action de l'angiotensine 2. Bien sûr, en deuxième position, on a une augmentation de la production de la prostaglandine, surtout des prostaglandines vasodilatatrices. Donc, il y a des prostaglandines vasodilatatrices et des prostaglandines vasoconstrictrices. Donc, au cours de la grossesse normale, on assiste à une augmentation des prostaglandines vasodilatatrices, essentiellement les prostaglandines I2, qui ont un rôle majeur dans la vasodilatation. Ces facteurs vont contribuer à l'abaissement des chiffres tensionnels. Donc, sur cette slide, on a un résumé des modifications hémodynamiques rénales au cours de la grossesse. Donc, augmentation de la compliance artérielle, donc ce qui va entraîner une hypotension artérielle. Il y a une réduction de la réponse au vasoconstricteur, diminution des résistances artérielles et augmentation de la perfusion rénale qui est secondaire à l'augmentation des débits cardiaques, qui va se traduire par une diminution de la créatininémie plasmatique. Attention, donc une petite augmentation de la créatininémie plasmatique peut refléter une diminution ou une réduction des débits de filtration glomérulaire. Donc chez la femme, en dehors de la grossesse, la valeur habituelle de la créatininémie, elle avoisine les 80 micromoles. Au cours de la grossesse, du fait de l'augmentation des débits de filtration glomérulaire qui est secondaire à l'augmentation des débits cardiaques, on assiste à une diminution de la créatinine plasmatique qui va avoisiner les 40 micromoles. Donc, si vous constatez sur un bilan chez une femme enceinte que la créatinine plasmatique est de 70 micromoles ou 80 micromoles, là, il faut considérer ça comme une diminution de la filtration glomérulaire ou un début d'insuffisance rénale. Sur le plan anatomique, on assiste à une augmentation de la taille des reins. Donc, on assiste à une augmentation de la taille des reins de 1 cm. J'ouvre une parenthèse. L'augmentation de la taille du rein va porter sur les espaces d'échange glomérulaire. Donc, le nombre d'unifrons, il est constant. Les unifrons qui sont considérés comme l'unité fonctionnelle du rein, donc leur nombre ne va pas augmenter. Donc, toujours le même nombre, mais c'est la surface d'échange qui va augmenter. Donc, on assiste à une augmentation de la taille, une augmentation du poids. Deuxième fait qui est très important, c'est l'hypotonie et dilatation des voies excrétrices prédominant à droite. Cette hypotonie et dilatation des voies excrétrices, elle est secondaire à deux phénomènes. Secondaire à une compression de l'utérus, secondaire à une compression des voies excrétrices par l'utérus gravidique, et elle est secondaire à la sécrétion des hormones de la grossesse, essentiellement les prostaglandines et les œstrogènes. Donc, ils vont entraîner une hypotonie, et cette hypotonie va favoriser la survenue d'infections urinaires chez la femme enceinte. Donc, je récapitule. Donc, augmentation de la taille du rein. Donc, sans augmentation du nombre d'unifrons, le nifron qui est considéré comme l'unité fonctionnelle du rein, le nombre est toujours le même, 1 million d'unités fonctionnelles par rein. Donc, on assiste à une augmentation de la taille, augmentation du poids, une hypotonie avec dilatation des voies excrétrices prédominant à droite. Cette dilatation et cette hypotonie va être considérée comme un facteur favorisant de la survenue des infections urinaires chez la femme enceinte. Donc là, sur cette slide, on remarque une augmentation de la taille des reins. Le nombre d'unifrons, il est identique. Donc, pas d'augmentation du nombre d'unifrons. Donc, augmentation de la vascularisation et augmentation de l'espace interstitiel. Concernant la dilatation des cavités excrétrices ou des voies urinaires, donc elle est secondaire à la sécrétion surtout de la progestérone par la grossesse qui va entraîner une réduction de péristaltisme
et secondaire à la compression des urétères par l'utérus gravidique. Sur cette slide, on voit un résumé des principales modifications observées au cours de la grossesse. Donc, on assiste à une augmentation du volume plasmatique, diminution de la pression artérielle, une augmentation du débit cardiaque qui va porter sur les deux composantes du débit cardiaque, à savoir la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. On assiste à une augmentation du débit de filtration glomérulaire et un abaissement des chiffres de la créatinine plasmatique. Je vais activer le micro pour... Est-ce que ça va? Très bien. Vous m'entendez bien? Je peux continuer. Oui, professeur, on vous entend. S'il vous plaît, vous pouvez répéter en fait tout ce qui est hémodynamique, fonction rénale et hormones vasoactives parce que ça a été un petit peu pas clair. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais récapituler. Ok, merci beaucoup. Donc, votre collègue m'a demandé de réexpliquer les modifications hémodynamiques au cours de la grossesse. Donc, c'est simple. Donc, au cours de la grossesse, on assiste à une augmentation du débit cardiaque de 30 à 50%. Le débit cardiaque, c'est, comme vous le savez tous, c'est le résultat de la fréquence cardiaque qui multiplie le volume d'éjection systolique. Donc, cette augmentation du débit cardiaque va porter sur les deux composantes. Donc, la volumétrie sur deux composantes. Donc, au cours de la grossesse, on assiste à une augmentation de la fréquence de 15 à 20 battements par minute, une augmentation du volume d'éjection systolique du fait de la retention hydrosolique. Deuxième fait qui est très important, c'est l'hypersécrétion des prostaglandines vasodilatatrices. Prostaglandines, il y a deux types de prostaglandines. Il y a les prostaglandines vasodilatatrices et les prostaglandines vasoconstrictrices. Pour la grossesse normale, c'est le versant vasodilatateur qui domine. C'est le prostaglandine 2 qui a un rôle vasodilatateur majeur. Ce qui va entraîner, qui va se traduire par un abaissement ou une diminution du chiffre tensionnel de 20 à 25 mm du mercure. D'accord? Donc, au cours de la grossesse normale, on assiste à une grande vasodilatation. Ça, c'est concernant l'hémodynamique générale. Au niveau rénal, qu'est-ce qui se passe au niveau rénal? Vous savez tous que le débit sanguin rénal est un cinquième du débit cardiaque. Le débit cardiaque, cette augmentation du débit cardiaque va se manifester ou va entraîner une augmentation du débit sanguin rénal. Et qui dit augmentation du débit sanguin rénal, dit augmentation de filtration glomérulaire. Le reflet de la filtration glomérulaire, c'est la créatinémie plasmatique. Donc, Professeur, le son n'est pas clair. On vous entend mal. Un abaissement, il y a une diminution de la créatinine plasmatique qui va avoisiner 40 micromole. Professeur. Concernant les hormones vasoactives, donc va être multiplié par 5. Donc, qui va dire érinine, donc on va entraîner l'augmentation de 2. Il est connu pour ses propriétés vasoconstrictrices. Mais au cours de la grossesse, on n'assiste pas à une hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que, tout simplement, au cours de la grossesse, plusieurs auteurs ont suggéré qu'il y a une sensibilité vasculaire aux hormones vasoconstrictrices, entre autres, l'angiotensin. Bien sûr, il y a une augmentation de la production vasodilatation, donc qui va se traduire par une diminution des chiffres tensionnels. Sur le plan anatomique, donc augmentation de la taille du rein, donc l'augmentation de la taille du rein, modification du nombre, donc le nombre est hypotonie des voies excrétrices secondaires à une compression par l'utérus gravidique, et secondaire à la sécrétion des hormones de la grossesse, essentiellement la progestérone, qui va entraîner une diminution du péristaltisme urinaire. Professeur, s'il vous plaît. Donc là, je passe au deuxième chapitre, au deuxième volet du cours, c'est l'hypertension artérielle. Je vais activer le micro pour entendre vos questions et vos suggestions. Professeur. Oui.
Professeur, depuis tout à l'heure, on n'a rien entendu de un. Il y a des échos et en plus, on n'a rien du tout entendu. S'il vous plaît, demande aux étudiants qui est pseudonymmé docteur de désactiver son micro parce qu'on n'arrive à entendre plus rien. Répétez, s'il vous plaît. Ben, on n'arrivait pas à entendre. Tout à l'heure, on n'a rien entendu parce qu'il y a des échos. De un. De deux, demande aux étudiants qui se dénomment de désactiver son écran parce qu'on n'arrive rien à entendre. Donc, il y a des étudiants qui sont en train d'activer leur micro. Le micro, soit vous nous aimez en sourdine et vous allez recevoir nos messages par le chat, pas par le vocal. Parce que là, j'ai activé le truc. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on n'a rien entendu. Ni explication, ni rien du tout. C'était que des échos. Donc, je passe au deuxième volet, c'est une définition d'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle au cours de la... s'il vous plaît. On n'entend pas bien. Il y a des étudiants qui sont... Demandez un peu désactiver le... كل ما حكينا ديزاكتيفيو من عندهم هم اللي مطلوبين الصوت يقول D'accord, c'est bon. Donc, s'il vous plaît, je demande aux étudiants de désactiver le son, de désactiver le micro. Comme ça, vos collègues vont bien entendre. Donc, l'hypertension artérielle est définie à commencer par une pression artérielle systolique. C'est le même problème. C'est le problème, il y a des étudiants qui ont suivi le son. Il y a deux étudiants, il y a DR, il y a un autre qui toujours n'ont pas désactivé leur microphone. S'il vous plaît, je demande aux étudiants qui ont activé leur micro de les désactiver. Donc, l'hypertension elle est définie par une pression artérielle de 90 mm pour la... Professeur, Oui. vous pouvez nous mettre tous en sourdine et comme ça, vous allez désactiver tous nos micros et vous allez recevoir nos messages par le chat, pas par vocal. Comment? S'il vous plaît. Vous pouvez désactiver nos micros. Vous avez le contrôle, donc vous pouvez nous mettre en sourdine et vous allez recevoir nos messages par chat et pas par le vocal. Il y a l'option de nous mettre en sourdine.
Donc, je vais continuer. Donc, la définition d'hypertension artérielle au cours de la grossesse. L'hypertension au cours de la grossesse, elle est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure pour la systolique et 90 mm de mercure pour la diastolique. Donc, pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure, pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure. Qu'est-ce qu'une prééclampsie? Quand il y a une hypertension artérielle, elle est associée à une proteinurie supérieure à 0,3 g par 4 heures. Là, on parle de prééclampsie. Hypertension artérielle sévère, elle est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 160 mm pour la et 110 mm de mercure pour la diastolique. Donc, je me répète. Donc, l'hypertension artérielle au cours de la grossesse, elle est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm pour la systolique et 90 mm de mercure pour la diastolique. Donc, l'association d'une protéinurie qui est supérieure à 0,3 g par 24 heures définit la prééclampsie. Mais avant de parler d'une protéinurie supérieure à 0,3 g par 24 heures, il faut éliminer une infection urinaire. Parce que l'infection urinaire chez la femme enceinte peut majorer une protéinurie. Donc là, vous avez l'hypertension artérielle qui peut s'accompagner d'une prise de poids importante, du deuxième du membre inférieur. Là, c'est ce qu'on appelle le tripier prééclamptique, hypertension artérielle. Œdème du membre inférieur, proteinurie, ça définit le tripier prééclamptique. Sur le plan physiopathologique, ce qu'il faut retenir, que la physiopathologie de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse, elle est essentiellement due à l'ischémie hétéroplacentaire. Le primum movens de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse, c'est l'ischémie hétéroplacentaire. Je m'explique. Donc, au cours de la grossesse normale, au cours de la grossesse normale, entre la 16e et la 20e semaine d'aménorrhée, les artères spiralées du myomètre vont subir ce qu'on appelle une invasion cytotrophoblastique. Cette invasion cytotrophoblastique va va entraîner une vasodilatation et va les rendre à grande capacitance et à faible résistance. Donc, au cours de du 16e au 20e semaine d'aménorrhée, donc une invasion cytotrophoblastique des artères spiralées du myomètre. Les artères spiralées du myomètre, c'est des artères qui sont responsables de la vascularisation du placenta. Donc, ils vont subir entre la 16e et la 20e semaine d'aménorrhée, une invasion cytotrophoblastique. Au cours de la prééclampsie, cette invasion cytotrophoblastique n'aura pas lieu. Et donc, les vaisseaux, donc les artères spiralées du myomètre, vont garder leur diamètre et vont rester sensibles à l'action des hormones vasoconstrictrices, ce qui va entraîner une hypertension artérielle qui est secondaire, bien sûr, à la mauvaise vascularisation du placenta. Je répète, les artères spiralées du myomètre, qui sont responsables de la vascularisation du placenta, vont subir chez la femme normale, saine, en dehors de l'hypertension artérielle, durant la période du 16e au 20e semaine d'aménorrhée, une invasion cytotrophoblastique. Cette invasion cytotrophoblastique a deux faits très importants. Donc, ils vont entraîner une grande vasodilatation. Elle va rendre ces artères insensibles à l'action des hormones vasoconstrictrices. Au cours de la prééclampsie, cette invasion cytotrophoblastique n'aura pas lieu. Donc, les artères spiralées vont garder le même diamètre et vont rester sensibles à l'action des hormones vasoconstrictrices. Donc, et on assiste à une hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle au cours de la grossesse, c'est un moyen de défense contre l'ischémie hétéroplacentaire
Donc, ce qu'il faut retenir pour vous, 5e année, que le primo-movens, le mécanisme principal de la prééclampsie chez la femme enceinte, c'est l'ischémie hétéroplacentaire. Deuxième fait qui est très important, donc il y a une sécrétion, une production excessive d'une hormone qu'on appelle le SFLT1 par le placenta ischémie. Donc, le placenta, donc, quand il y a une mauvaise vascularisation, il va sécréter le SFLT1 qui est considéré comme un facteur anti-angiogénique. Et troisième fait qui est très important, donc au cours de la grossesse pathologique, c'est des hormones vasoconstricteurs, c'est le versant vasoconstricteur qui prédomine. Donc on assiste à une hypersécrétion des prostaglandines vasoconstrictrices, essentiellement l'endothéline et thromboxane A2. Donc là, en résumé, l'hypertension artérielle n'est pas la cause, mais est une conséquence